Et bonjour à toutes et à tous. On va reprendre aujourd'hui pour ce dernier cours de chimie organique le chapitre sur les dérivés carbonylés. Alors, c'est le dernier chapitre de chimie organique en tant que tel, hein. C'est-à-dire qu'on a des créneaux de e-cours qui seront placés un petit peu plus tard. Je profiterai de ces créneaux e-cours pour pardon, vous faire réviser un petit peu le cours ou vous permettre de revoir les notions de base que vous auriez pu voir avant, c'est-à-dire les effets inductifs, la configuration des carbones R et S. Voilà, vous laissez un petit temps de réflexion sur ces notions-là. Donc voilà, donc, en tout cas, pour terminer les notions nouvelles de ce module de chimie organique, on va terminer ça aujourd'hui. Alors, la dernière fois, nous avions fait de la partie des réactions d'addition, donc tout ce qui est hydrogénation, donc avec les additions d'hydrure, d'organomagnésiens et d'acides. Et nous avions commencé dans la partie réaction avec les hétéroatomes ici, nous avions commencé les réactions d'hémiacétalisation et d'acétalisation et de thioacétalisation. Donc, si on reprend ça rapidement, vous vous rappelez, l'hémiacétalisation ça permet d'ajouter sur votre alcool, sur votre cétone un alcool en présence d'une base, d'accord. Donc on se retrouve ici avec une fonction hémiacétale avec la fonction qui fait O carbone O et une chaîne carbonée. D'accord. Hémiacétal, pourquoi? Parce qu'on a la moitié d'un acétal, hein. Ici on le voit sur la réaction d'acétalisation catalysée par un acide. Donc, vous voyez, ici on a une chaîne carbonée, oxygène, carbone, oxygène, chaîne carbonée. Et ici on se retrouve avec un acétal. Donc tout ça on l'avait vu, on avait parlé d'Edin Stark et des choses comme ça la dernière fois. Donc l'Edin Stark, hein, je vous rappelle, c'était pour éliminer l'eau, pour déplacer l'équilibre vers la formation de l'acétal, d'accord. On avait parlé des réactions de protection, les réactions aussi de protection avec un dithiol, d'accord, pour fabriquer un thioacétal, un thio parce qu'on a des soufres à la place de l'oxygène. Et ici, l'utilité de cette réaction qui était uniquement de pouvoir cliver, ici de pouvoir couper ces liaisons carbone-soufre pour supprimer sélectivement une liaison CO, double liaison, devant un carbonyle. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Aujourd'hui, on va reprendre certaines de ces notions, notamment avec la synthèse qu'on appelle des imines. D'accord. La synthèse des imines, c'est ce qui va se passer avec les amines primaires. Je retrouve mon curseur. Voilà. Je ne le retrouve pas. Pourquoi est-ce que je ne retrouve pas mon curseur? Voilà. Sur la synthèse des amines, ici, le mécanisme passe par une voie acide. Si je vous rappelle, hein, par rapport à ce qu'on a déjà fait, voilà. La voie acide, on avait l'acétone qui venait récupérer l'hydrogène acide, et ensuite on avait l'attaque. Ici, on avait une forme mésomère, c'est-à-dire qu'on avait le doublé ici qui venait remonter pour former ici cette charge plus, et l'alcool qui venait attaquer cette charge plus. Pour les imines, c'est la même chose. On va avoir ici votre cétone qui va venir récupérer un hydrogène acide, et avec cette amine venir attaquer directement ici votre carbocation positif. Donc je vais vous montrer tout ça. On va le refaire ensemble. D'accord. J'ai des soucis de curseur, c'est terrible. Voilà. Alors, sur ces synthèses d'imines. Alors, ce que l'on a au tout début de votre réaction, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une cétone classique. Alors, moi, je vais mettre des éthyles, d'accord. Comme ça nous permettra de voir un exemple concret. D'accord. On a des éthyles avec ici une molécule, donc H2SO4, avec un doublé oxygène OH. D'accord. Votre cétone, je reprends le mécanisme, hein. Votre cétone avec ses doublés va venir récupérer un hydrogène acide ici, rabattre ce doublé sur l'oxygène. Vous allez avoir ici sur votre cétone un hydrogène en plus, avec plus qu'un seul doublé
et 3 liaisons, ce qui vous donne un O+, d'accord. Ceci va être en équilibre, un petit peu comme ce qu'on a vu précédemment, hein, avec la forme où la double liaison va remonter. C'est-à-dire que vous allez avoir une forme mésomère qui va être possible ici, avec un oxygène, donc avec un OH, hein, techniquement. Et ici, la charge plus qui sera délocalisée sur votre carbone. D'accord. Et évidemment, donc on met les crochets pour dire ce qui est concerné par cet équilibre, hein, ici. Et évidemment, vous aurez libéré du HSO4-. D'accord. Une fois que vous avez fait ce HSO4-, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, dans votre milieu, on vous l'a dit, vous avez une amine. Alors, même chose, l'amine, ce que je vais faire, je vais mettre une chaîne méthyle au bout, d'accord? Comme ça, on verra bien ce qui va se passer. Donc, on va mettre un CH3, par exemple. Cette amine ici a un doublet non liant qu'elle va pouvoir utiliser pour venir attaquer votre carbocation. D'accord? Donc, votre carbocation, ce que ça va donner, vous allez avoir votre chaîne ici, éthyle OH, votre deuxième éthyle, et ici, cette liaison qui vient descendre sur votre amine. Alors, votre amine, par contre, maintenant qui fait, faites attention, hein, 4 liaisons. Donc, on a le H, le deuxième H, et ici le CH3, d'accord. Ici, je l'avais explicité parce que voilà, c'était vraiment pour bien que l'on voit ce qu'on avait sur la molécule. Et le seul problème, c'est que votre azote ici va faire 4 liaisons. Un azote, ça fait normalement, ça a que 3 liaisons, d'accord. 3 liaisons et 5 électrons autour. Hein. Si vous regardez, vous avez 3 liaisons, donc 3 électrons. Plus les deux non-liants ici, vous êtes à 5 électrons autour de votre azote, alors qu'ici, vous n'avez que 4 liaisons, ce qui vous fait que 4 électrons, il lui en manque un. Il prend la charge plus. Vous avez cette molécule, et il ne faut pas oublier, hein, vous avez toujours dans votre milieu, ici, votre HSO4-. D'accord. Et donc ce HSO4-, qui avait, je vous rappelle, hein, qui est un catalyseur, qui avait prêté au début de la réaction l'hydrogène ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va venir récupérer un des H de votre ammonium. Hein, ici on a un carbocation, un carbone avec une charge plus. Ici on a un ammonium, un azote avec une charge plus. Et rabattre les électrons de l'oxygène, de l'hydrogène, hein, de la liaison azote-hydrogène, sur votre azote. Vous allez reformer avec tout ça votre... Alors je décale vers le bas un petit peu. Voilà. Vous allez reformer avec tout ça le H2SO4, donc on écrira tout à l'heure. Et ici, évidemment, vous avez un OH, l'éthyle ici, et votre NH, le doublet qui vient de se rabattre, et votre méthyle. D'accord? Plus, évidemment, votre H2SO4, qui a été régénéré. D'accord. Ce H2SO4 qui est toujours présent dans le milieu. D'accord. Donc ça veut dire que moi je vais le réutiliser sur la flèche d'après pour vous montrer. Hein. Ce H2SO4, oh, je peux vous la mettre ici, ça revient au même comme on l'a écrit. Voilà. Ce HOS, vous voyez en fait ce qu'on va faire, on va l'utiliser une deuxième fois dans la même réaction. Ça, il n'y a pas de souci. Cette fois-ci, c'est votre alcool, d'accord, qui va pouvoir réagir sur le H acide de votre H2SO4, former ici un OH2+, d'accord, votre oxygène va faire 2 liaisons, et ici vous allez garder votre amine H avec le doublet non liant et votre CH3. Vous formez toujours même chose, un HSO4-, d'accord. Donc sur le diapo, on en est donc ici, hein, vous avez votre alcool qui vient attaquer votre HSO4, votre H2SO4, pardon. Vous formez cette espèce et vous voyez en fait que le OH2+, on l'a déjà dit, c'est un très très bon groupe partant ici. Donc ce qui va se passer, c'est que votre amine, ici, le doublet de votre amine va aider à éjecter votre molécule d'eau. D'accord? Donc ce qui va faire que vous allez former, vous allez garder votre chaîne carbonée. Alors j'avais mis l'amine vers le bas, je vais la mettre vers le haut pour plus de lisibilité, d'accord?
Donc on va être en N avec un méthyle d'un côté et un H de l'autre. Votre azote fait 4 liaisons, donc ça va devenir un N, un ammonium, hein, un N+. Et vous avez toujours dans votre milieu votre H2SO4, votre HSO4 HSO4-, pardon. D'accord? Même chose, catalyseur, catalyseur acide qui va vouloir récupérer un hydrogène, va pouvoir rabattre ici le doublet sur l'azote et vous former au final ce qu'on appelle un imine. Une amine, une imine, pardon. C'est bien, bel et bien une imine. Avec votre CH3. Et vous avez votre molécule finale. Vous voyez. Alors à quoi a servi cette réaction? Vous voyez bien ce qu'on avait fait au tout début ici sur la slide. Vous aviez un azote, pardon, une cétone, je ne sais plus ce que je dis. Vous aviez une cétone, et en fait vous avez une chaîne amine avec quelque chose derrière. En fait on a greffé cette amine à la place de l'oxygène avec la chaîne ici que l'on avait. D'accord. Ce que j'ai pas inscrit ici évidemment avec le H2O, on formait de l'H2SO4 plus de l'H2O, il n'y a pas de souci. Cette réaction, vous voyez je ne l'ai pas indiqué mais faites attention, c'est comme les réactions d'acétalisation, ce sont que des équilibres. Donc ça veut dire que vous pouvez toujours revenir en arrière. Donc c'est-à-dire que pour éviter de revenir en arrière, il y a un moment où, par exemple à cette étape ici, vous allez pouvoir éliminer l'eau en cours de réaction, par exemple avec un appareil de Dean Stark, et vous aurez la possibilité d'aller jusqu'à l'imine. D'accord? Donc là vous avez l'iminium, parce que vous avez un N+, d'accord? Et donc voilà. Ça, c'est pour ce qui concerne la synthèse des imines avec les amines primaires. La synthèse des énamines, vous allez arriver exactement à la même chose. D'accord? Vous avez la possibilité, en fait, de venir attaquer votre cétone, d'accord, en catalyse acide, c'est exactement la même chose. Si vous voulez vous reporter à ce qu'on a fait tout à l'heure, voilà, je vais le laisser afficher. Si on se reporte à ce qu'on a fait à l'instant, vous pouvez avoir... Alors, on va refaire la même chose pour vous montrer, d'accord? Donc, si je reprends exactement la même chose, tac, tac, vous avez ici votre cycle à 6, d'accord? Un autre cycle à 6, votre cycle à 6, voilà. Votre cétone va venir être activé par la catalyse acide. Et ici, par exemple, au lieu d'avoir un NH2 CH3, comme sur le diapo là-haut, on a plutôt un NH avec deux chaînes. Donc ça veut dire que, au lieu d'avoir ici un NH2 CH3, on va avoir un NH, d'accord, avec deux CH3 par exemple. Donc ça veut dire que c'est toujours la même chose, c'est ce doublé qui va venir attaquer. Donc ici, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu d'avoir un deuxième H, vous allez avoir un deuxième méthyle. D'accord? Et ensuite, vous allez pouvoir récupérer le proton acide que vous aviez prêté, des choses comme ça. Vous allez évoluer, alors, j'ai pas remodifié ma molécule ici, mais évidemment ici on a le cycle à 6. Alors, on va la réécrire proprement. Perdu. Voilà. On va réécrire proprement votre molécule ici. Ça veut dire que, hop, vous avez votre cycle à 6, d'accord. Le OH, on va le décaler sur le côté pour avoir un peu de place. Et on va rajouter dessus notre N avec les deux méthyles. Le doublet qui vient de disparaître. Voilà, le H. Et donc le plus sur ce N. D'accord? Une fois qu'on a attaqué NH ici sur votre charge plus. Et donc votre HSO4- va venir récupérer cet hydrogène-là pour rabattre sur cet azote. Vous avez la possibilité, encore une fois, de venir refaire cette molécule ici. Donc vous avez du HON avec la double liaison, le doublé non liant et les deux CH2, d'accord? Les deux CH3, pardon.
Arrivé ici, vous voyez, on en est à cette étape-là. Ça veut dire que votre oxygène peut venir récupérer, même chose, hein, votre oxygène qui a des doublés, je vais l'indiquer quand même ici, un proton acide. On arrive hein, sur le diapo, si vous regardez le diapo uniquement là, on arrive à l'étape ici, vous avez un OH2+, d'accord? Donc ce qui fait qu'on arrive à cette étape-là. Je vais pouvoir recommencer à écrire à partir de là. Voilà. Alors, si mon PC veut bien arrêter de laguer, ça serait pas mal. Ok. Vous avez donc votre cycle à 6, votre amine ici avec son doublé, les deux CH3. Et donc vous formez ici un OH2 plus du HSO4-. D'accord? Une fois que vous avez ça, vous avez la possibilité, encore une fois, de rabattre, même mécanisme qu'on vient de faire, hein, de rabattre le doublé ici sur la liaison d'à côté pour éjecter cette molécule d'eau. Ce qui va vous donner ici, alors tout le mécanisme est en équilibre, hein, je vous rappelle. Vous allez vous retrouver ici avec le cycle à 6, d'accord? Vous avez rabattu un doublé, donc vous allez avoir votre amine ici et vos deux liaisons directement reliées ici. Vous vous retrouvez encore une fois avec un iminium, d'accord? Un ion NH+, un ion N+, pardon. Et vous voyez ce qu'on vous dit sur la slide, regardez le diapo, hein. On vous dit qu'on a la possibilité ici d'avoir un caractère basique qui intervient. D'accord, alors si vous regardez le diapo uniquement, hein, parce que le curseur reste sur le tableau blanc, mais regardez le diapo. Tout à l'heure, en amine primaire, on s'arrêtait un petit peu à cette étape-là, hein. Enfin pas très loin, on arrivait au final avec ici un composé qui n'était pas ionique. Ici, dans le cas des énamines, l'amine secondaire, en fait, vous n'avez pas le choix. Vous voyez, votre amine, elle est minimum ici disubstituée de base. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que, comme je vous l'ai dit, hein, là, votre amine, ce qu'on a fait tout à l'heure, à l'étape juste avant, cette amine ici, elle a joué le rôle de nucléophile, c'est-à-dire qu'elle est venue se greffer sur ce carbocation. Et ce que je n'ai pas cessé de vous répéter, hein, c'est que tous les nucléophiles sont des bases et toutes les bases sont des nucléophiles. Et on vous dit ici, le caractère basique des amines est plus prononcé dans le cas des amines secondaires et intervient ici. Donc c'est-à-dire que il y a une propriété à savoir, c'est que les H ici sur les carbones alpha des imines sont relativement acides. Et donc vous allez avoir une autre molécule, si on a utilisé par exemple la même amine, hein, vous avez d'autres molécules comme ça, mais cette fois-ci qui ne vont pas venir jouer le rôle de nucléophile, mais jouer le rôle de base. Rabattre les électrons sur la liaison d'à côté et donc relever ce doublé ici. Et vous arrivez au produit final sur une amine, un doublé non liant et 2 CH3. Et vous arrivez ici sur ce qu'on appelle une énamine. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez... C'est comme un énol, sauf qu'au lieu d'avoir une fonction alcool sur votre alcène, vous avez une fonction amine sur votre alcène. Une énamine. Par contre, l'énamine est très très stable, d'accord? Ça ici, alors c'est pas l'équilibre hein, est terminé à partir du moment où vous supprimez de l'H2O, donc on avait ici plus H2O. Voilà. Ici, c'est direct. Donc, une énamine, c'est relativement stable et c'est ce produit-là. D'accord? Alors, si on regarde aussi la formation la synthèse des oxymes et des hydrazones. En réalité, si vous comparez... alors, je vais vous rechanger tout ça. Je vais vous remettre en plein écran. Voilà. Si vous rechangez à la place ici de l'amine, hein, donc c'est le cas de tout à l'heure, hein, la synthèse des imines, vous aviez une amine primaire, une amine monosubstituée. La synthèse des énamines, c'est une amine disubstituée. D'accord. Si vous regardez, hein, on part toujours d'une cétone avec une amine. Ici, on a la même chose, c'est-à-dire que vous avez une cétone, mais à la place ici du groupement
on va prendre les cas des imines. Hein. À la place ici du groupement R3, on a une amine avec une chaîne quelconque. Hein. Moi j'avais pris un méthyle, il me semble. Et ben ce groupement R3, il est remplacé par quoi? Par un OH. Et donc vous allez vous retrouver avec la même chose, c'est-à-dire au lieu d'avoir un N CH3, comme on a pu l'avoir tout à l'heure, vous aurez un NOH. Et ce squelette-là, hein, c'est ce qu'on appelle une oxyme, donc carbone double liaison azote OH. Ça, c'est ce qu'on appelle une oxyme. Donc le mécanisme sera exactement le même, c'est-à-dire que vous allez avoir un milieu acide, vous allez activer votre cétone, faire attaquer le doublet de votre amine, etc., etc., etc. Et à la fin, vous allez libérer de l'eau. Donc ça, c'est un exercice que je vous conseille d'essayer, de refaire ce mécanisme. En fait, c'est exactement la même chose. Réellement, vous prenez ce mécanisme-là, vous voyez, vous faites une catalyse acide, vous réveillez ça, et en fait, vous voyez, hein, au lieu d'avoir NH2R3, vous aurez NH2OH. Et après, vous faites toujours la même chose. Tac, tac, tac. Et vous voyez, en fait, vous allez vous retrouver ici à la fin avec au lieu d'avoir un NR3, vous aurez un NOH. Et c'est ce qu'on retrouve, ici. Et enfin, encore la même chose. Hein. Si au lieu d'avoir un NH2OH, vous avez un NH2NH2, vous n'allez pas vous retrouver avec un NOH ici, hein, la liaison NO ici, mais vous aurez une liaison NN. Donc là, vous aurez la même chose, un NH2. Donc si vous avez besoin de faire ces mécanismes-là, essayez-les, voilà. C'est des choses que je ne vais pas faire en cours, parce qu'on a exactement le même mécanisme, hein, je vous ai dit ici. En fait, à la place de ce R3, pour les oxymes, vous avez un OH, et pour les hydrazones, vous avez un NH2. Mais c'est exactement le même ici, vous remplacez le R3 par... Alors, c'est juste ici. OH, si c'est pour la synthèse avec une hydroxylamine, pour faire une oxyme, ou NH2 si vous faites la synthèse d'une hydrazone avec une diamine. D'accord? Donc regardez la formation des imines, vous reprenez le même mécanisme. On arrive à la dernière partie de ce cours, des mécanismes réactionnels qui sont très importants. On va voir les 4 grandes réactions en chimie organique, alors les plus complexes entre guillemets que vous aurez à voir. On va dire les 4 réactions les plus importantes de tout ce que vous avez vu jusque là, c'est-à-dire que c'est très utilisé en chimie organique. Vous allez voir le duo aldolysation-crotonisation. Voilà une réaction bien pratique qui est très utilisée dans les laboratoires de chimie. On verra ensuite le cas particulier de l'aldolysation. On verra un de ces cas particuliers qui s'appelle la réaction de Cannizzaro. Et enfin, vous verrez, on aura la réaction de Wittig, donc une réaction Wittig un peu complexe au début, mais une réaction très importante. Donc voilà, donc sans vous prendre en traître, vous aurez forcément une réaction de Wittig à votre examen. Voilà, il faut être méthodique, regardez comment ça se passe et vous allez voir, ça va bien se faire. On commence gentiment ici avec l'aldolysation. Alors je vais supprimer tout ça, c'est embêtant. Voilà. Qui veut pas, c'est pas grave. L'aldolysation alors. En réalité, la réaction d'aldolysation, vous pouvez faire un mécanisme en milieu acide et un mécanisme en milieu basique. D'accord? Le mécanisme en milieu acide, il va démarrer exactement comme tout ce qu'on a fait sur les additions pour faire les oxymes, les hydrazones, des choses comme ça. Mais dans ce cours, alors c'est juste pour vous dire, hein, sachez qu'il y a un mécanisme acide, ça existe, une aldolysation en milieu acide. Dans ce cours, nous ne verrons que le mécanisme en milieu basique. D'accord? Alors, on vous dit seule la réaction d'aldolysation réalisée en milieu basique sera traitée, ce que je viens de vous dire. Sachez qu'une version en milieu acide ici existe. Voilà, je le mets en grand. Soyez pas surpris, sachez que ceci existe. La réaction est possible en présence d'un H en alpha d'un groupe carbonyle, cétone ou aldéhyde. Donc en gros, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, imaginez, hein, alors, vous avez un carbonyle quelconque, donc C double liaison O, si vous avez un H en alpha. Alors faites attention, ça c'est pas un H alpha, hein. Ici c'est le H qui est directement porté, en plus c'est un aldéhyde, donc on ne touche jamais ici au H des aldéhydes. Mais regardez par exemple ici, vous avez le carbonyle, le carbone alpha, donc on a déjà vu ce que c'était, c'est le carbone qui est tout de suite
accroché à votre groupement fonctionnel. Et si sur ce carbone vous avez des H, et là c'est le cas, hein, vous avez un CH3, vous pouvez faire votre réaction d'aldolisation. Donc vous voyez ici, je vous ai ressorti un des 3 H, et notamment, je vous dis hein, que les H en alpha d'un groupement fonctionnel carbonyle, c'est un H qui a la propriété d'être légèrement acide. D'accord? Donc ce qui va se passer, c'est qu'en présence d'une base, donc j'ai pris par exemple le cas de OH-, vous avez la possibilité ici que votre base vienne arracher cet hydrogène et donc faire basculer les liaisons à côté et remonter votre doublet. D'accord? Ça, on peut le reprendre ensemble si vous le souhaitez. C'est-à-dire, alors on va repasser sur cette version-là. Voilà. Pour la réaction d'aldolisation, qu'est-ce que vous allez avoir? Comme je vous le dis, on va prendre un autre exemple que celui du cours pour bien vous montrer. D'accord? On va prendre un carbone de plus. Ouais, on va prendre un carbone de plus. C'est-à-dire qu'ici, je vais mettre mon aldéhyde à l'envers, comme ça. En alpha ici, je n'ai pas de carbone alpha, hein, ça c'est un H qui est directement attaché. Le carbone alpha, c'est celui-ci. Donc qu'est-ce qu'il y a sur ce carbone? Il y a 2 hydrogènes. Moi, je vais en sortir uniquement un pour bien vous montrer comment marche cette réaction. Et on va se mettre en milieu basique. Alors, je me mets dans le cas où on a une solution de soude, hein, par exemple NaOH, d'accord? Donc on a du Na+, moins OH, voilà. Donc dans l'exemple du cours, je ne vous ai pas mis le contre-ion, hein, mais vous vous inquiétez pas, c'est la même chose. Le OH- va pouvoir venir arracher le H ici acide, hein, je vous ai dit en alpha du carbonyle, rabattre les électrons sur la liaison d'à côté. Comme ce carbone fait déjà 4 liaisons, remonter votre oxygène. Vous allez arriver sur cette forme-là, c'est-à-dire que vous allez avoir la liaison ici, une double, un OH- ici, d'accord, avec votre H qui reste là sans aucun souci. Ça, c'est la première molécule que vous allez voir. Donc, je vous ai dit, hein, j'ai rajouté un carbone par rapport à l'exemple ici, si on regarde sur la droite du cours. Mais voilà, c'est juste pour vous donner un deuxième exemple. Vous avez une forme mésomère qui est possible d'écrire. D'accord? Donc ça, c'est exactement la même chose. Alors, c'est un peu étrange, mais c'est possible. Hein. C'est-à-dire que vous avez votre charge qui vient redescendre ici, d'accord? Et en fait, cette double liaison ici va venir, alors pas venir sur la liaison d'à côté, voilà, va venir se positionner sur le carbone. Vous voyez, je suis très précis, ça vient vraiment sur le carbone. C'est-à-dire que l'autre forme de cette molécule, ici, c'est avec votre aldéhyde, et sur ce carbone, une charge moins. Donc ça, c'est pas très commun, mais voilà. Vous avez ceci. Une fois que vous avez fait cette première réaction, il faut penser à réutiliser votre molécule de départ. C'est-à-dire que dans votre milieu, vous n'en avez pas une seule, hein, vous avez encore beaucoup d'aldéhydes. D'accord? Ça, c'est votre molécule ici de départ. Et bien, vous la réutilisez, et cette fois-ci, vous voyez que votre charge moins peut venir attaquer votre carbonyle. D'accord? En tant que nucléophile, du coup, cette fois. Donc, ce que vous allez avoir, c'est... Alors, je vais vous mettre un petit peu de couleur pour que vous voyez un petit peu mieux. Alors, il me semble que le bleu sur YouTube, on voit pas trop. Je vais vous mettre cette molécule-là en rouge. D'accord? Avec l'oxygène ici et ce H-là. Et je vais garder l'autre molécule en noir. Donc, si on a cette molécule ici en noir, on va d'abord écrire en noir. Donc, on va avoir... Donc, on va rien changer au final. Vous voyez, on va avoir vraiment votre molécule en noir. Et en vert, vous allez créer une nouvelle liaison. Donc ça veut dire que, je vais vous la faire en vert, comme ça ce sera beaucoup plus simple. On a une liaison ici qui va être créée. Et après voilà, ce que je vous ai dit en TD, notamment sur d'autres exemples ou quand vous venez faire des attaques un peu compliquées, réfléchissez à ce que vous voyez. On fait une liaison entre ce carbone et ce carbone, d'accord? Et ce carbone, ici, qu'est-ce qu'il porte? Il va porter un O moins, d'accord? Alors, je ne l'ai pas mis, mais partout, hein, vous avez le contre-ion Na+, évidemment, plus Na, etc., etc. Donc, vous avez un O- plus Na, voilà. Et ce carbone, on est toujours sur celui-ci, ici, hein, d'accord? Qu'est-ce qui va porter encore en plus? Une chaîne éthyle. Donc, vous faites un
de éthyle. J'ai rangé ce H ici, d'accord? Alors je vous ai dit que j'allais mettre en rouge, hein, mais tout ce qui concerne cette molécule du coup c'est ici, d'accord? Voilà. Après, vous pouvez écrire tout en noir hein, si vous avez besoin. Je vais repasser cette liaison là pour être sûr qu'on la voit bien avec le traitement YouTube. Vous formez cette molécule. Donc si vous voulez l'écrire au propre, vous faites 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Donc ça revient à 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Sur le troisième, vous avez un O- plus Na. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Et vous avez un aldéhyde, ici, terminal. Vous avez un méthyle sur le 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous arrivez à cette molécule-là. D'accord? Vous êtes dans un milieu aqueux. Alors ce qu'on va faire, c'est on va supprimer, pour des raisons de clarté, hein, vous pourrez mettre pause si vous voulez la retrouver. Je vais supprimer cette molécule-là, d'accord? Et je vais mettre celle-ci à la place, qui sera un peu plus lisible. Voilà. Vous êtes toujours en milieu aqueux, hein, je vous rappelle, au tout début, alors je ne vais pas spéciser, hein, mais une solution de soude c'est toujours dans l'eau. D'accord? Donc vous avez la possibilité d'utiliser une molécule d'eau ici, faire HO2, H2O. Utilisez la charge moins de l'oxygène pour venir arracher un hydrogène à votre molécule d'eau. Donc ce qui fait que vous vous retrouvez au final avec ce type de molécule, avec un H, un OH, votre méthyle, et vous avez libéré une autre molécule d'NaOH. D'accord? Parce que vous libérez ici un OH- avec le doublet qui se rabat, et vous aviez le contre-ion Na+. Et là, vous avez ce qu'on appelle un aldol. D'accord? Ça veut dire que vous avez à la fois un aldéhyde et alors aldéhyde et ol pour alcool. Aldol. D'accord? Donc ça c'est votre mécanisme de d'aldolisation. Donc voilà, donc faites attention à ça. Vous avez cette réaction qui est très très importante, d'accord? Même chose, hein, sans vous prendre en traite, vous tomberez très certainement dessus en examen. Cependant, il y a la possibilité de faire une crotonisation. Alors la crotonisation, vous voyez ici, je vous prends cet exemple-là, hein, l'exemple précédent du cours, vous voyez, on est arrivé dans le cours à cette molécule-là, d'accord? Moi j'ai fait un petit peu plus complexe sur le TD. Quand vous repartez de cette molécule-là, en milieu basique et si vous chauffez, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous avez, donc là je ne refais pas le mécanisme, il est assez clair, hein, vous avez la possibilité d'avoir un autre équivalent de base qui vient arracher, en fait, si vous avez encore ici des H en alpha de ce carbonyle, et ben vous allez pouvoir faire, encore une fois, arracher un hydrogène, et en fait, en rabattant ce doublet, vous allez pouvoir éliminer un OH-. D'accord? Dans cette configuration-là, c'est possible. Je vous ai mis ici en rappel, faites très attention, normalement, OH- est un très 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 mauvais groupe partant. D'habitude, on fait partir des molécules d'H2O ou des O+, avec des chaînes carbonées. OH-, normalement, si vous avez sur une copie un doute, si vous n'êtes pas dans les conditions basiques et de chauffage, ne faites jamais partir un OH-. C'est très 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 rare. D'accord? Là, la réaction est possible parce que le H sur cette position-là va devenir très acide entre l'acétone et l'alcool, enfin entre l'aldéhyde plutôt et l'alcool, et on chauffe beaucoup. D'accord? Donc en fait, en venant arracher ce H, on rabat les doublés ici pour former cette double liaison, et on va éjecter un OH. Vous obtenez ce qu'on appelle un alpha-énal, donc ça veut dire que vous avez en alpha d'un aldéhyde une fonction alcène, alpha-N-al. En alpha, on a un alcène d'un aldéhyde, ou alpha-énone si vous avez ici plutôt une cétone. D'accord? Donc si je vais vous résumer la réaction d'aldolisation-crotonisation, en gros, ce que je vous écrirai, hein, je reprends exactement l'exemple du cours. Voilà, si je reprends cet exemple-là,
si je voulais vous montrer réellement que vous avez une aldolisation, crotonisation à faire. Alors, si je reprends la bonne slide, ici, pour l'aldolisation, ce que vous allez avoir, c'est que je vais vous dire, si vous devez me faire uniquement l'aldolisation, je vous précise, donc je reprends l'exemple du cours, ce que je vais vous écrire, je vais vous dire, je vais avoir un aldéhyde, je le traite par de la soude dans de l'eau, que se passe-t-il? Vous me faites le mécanisme et vous en concluez, donc ça c'est ce que vous donne votre cours, je recopie uniquement le cours, ça vous donne cette molécule-là. Ok, très bien, vous avez bon à la question. Si par contre je veux faire la réaction de crotonisation, je vais vous préciser en fait que vous avez cet aldéhyde ici en début de réaction. En première étape, vous avez du NaOH dans de l'eau, d'accord. Et en deuxième étape, je vous préciserai que vous chauffez. Parce que regardez, si je vous mets la slide sur la crotonisation, c'est une réaction qui n'est possible que lorsque vous chauffez. Donc ça veut dire que si vous voulez... alors le produit final de ça, évidemment, je reprends le même que dans le cours. Donc vous avez un alpha énal, ici, d'accord. Si vous voulez écrire en deux étapes, vous faites première étape NaOH dans l'eau, d'accord. Vous allez obtenir votre produit, votre aldol, d'accord. Tac. Et deuxième étape, on chauffe. Donc on appelle en fait, du coup, cette étape ici, la crotonisation. Et la deuxième étape ici, où vous chauffez, on appelle ça, je dis l'inverse. La première étape, c'est votre aldolisation. Excusez-moi, aldolisation, d'accord. Et votre deuxième étape, c'est la crotonisation. Voilà. Donc faites attention, si je vous donne que les conditions de l'aldolisation, arrêtez-vous à l'aldolisation. Par contre, si je vous dis qu'en deuxième étape on chauffe, c'est que je cherche à vous faire aller jusqu'à la crotonisation. D'accord? Donc faites attention à ça. Donc les points sur la crotonisation, c'est pas là où vous allez en perdre le plus, mais il faudra penser à la faire si je vous le demande. Alors, la réaction de Cannizzaro. La réaction de Cannizzaro, vous voyez, la réaction d'aldolisation de tout à l'heure, je vous ai dit, c'est quand on a des H ici, en alpha, qui sont acides. Et bien, la réaction de Cannizzaro, c'est le cas particulier de l'aldolisation, c'est-à-dire que c'est une réaction d'aldolisation sans H en alpha d'un aldéhyde. Alors une cétone, ça peut être possible, ou d'une cétone, si. C'est quand vous avez plus de H en alpha du carbonyle. Si vous regardez ici cet aldéhyde, et ça c'est pas un H alpha, je me répète, c'est le H qui est porté par le carbonyle. Donc normalement le carbone alpha c'est celui-ci. Et vous voyez il fait 4 liaisons, donc on n'a pas de H alpha. Donc ici on va préciser la stoichiométrie, on va dire qu'il y a deux molécules comme ça qui vont réagir ensemble. Et on fait ce qu'on appelle une réaction de dismutation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, le degré d'oxydation du carbone ici, normalement, est de de plus 2, pardon, parce que vous êtes à côté d'une cétone. Il va passer à plus 1 et à plus 3. Vous allez monter et diminuer le degré d'oxydation de ce carbone, bref, ce n'est pas à savoir. Le mécanisme est simple. Comme vous n'avez pas de H en alpha, le OH- du début, je vous rappelle, en aldolisation qui venait récupérer un H en alpha, ce H ici, au tout début, ce OH ici a plus de H à récupérer, donc s'il ne peut pas jouer son rôle de base, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer son rôle de nucléophile, et donc venir attaquer le carbonyle ici. D'accord? Ce carbonyle ici va remonter, et en fait, à cette étape-là, vous allez voir, c'est un peu étrange. En rebaissant son doublet, il va libérer un hydrure. Vous voyez, en fait, c'est le H va partir avec la liaison. C'est comme si vous aviez un H- ici. Et ce H- va venir s'additionner ici. Vous formez ces deux produits-là et après une hydrolyse, vous êtes dans l'eau, vous venez récupérer un H2O. Ça, je ne l'ai pas précisé, mais c'est comme si ici vous aviez une étape vers le bas qui vous ramène vers un OH, donc vers les deux produits ici. D'accord? Et vous formez un alcool et un acide carboxylique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réaction de Cannizzaro. C'est le cas particulier justement de l'aldolisation où vous n'avez pas de H en alpha. On le reverra en TD évidemment, et peut-être que vous tomberez dessus en examen. Donc faites attention à ça. C'est un mécanisme qu'il faut écrire, d'accord? Donc c'est-à-dire que
Si vous l'avez jamais écrit, il faut l'écrire en TD. Et si vous l'avez jamais écrit pour l'examen, écrivez-le. Vous ne pouvez pas l'inventer et le réviser en le regardant, ça ne marchera pas. Voilà. Donc écrivez-le, l'aldolisation aussi. Ce sont des réactions importantes. On termine ce cours avec les 3 dernières slides, hein, la réaction de Wittig. Donc la réaction de Wittig, qu'est-ce qu'elle vous permet? On vous dit, elle vous permet la synthèse d'alcène à partir de composés carbonylés. Donc si vous regardez votre produit, alors l'oxyde de triphénylphosphine, hein, je vous le dis, ce sera votre sous-produit, c'est votre déchet. D'accord? Le produit voulu ici, c'est votre alcène. Donc cet alcène, alors comment est-ce qu'il est obtenu? Si vous regardez bien, vous avez un composé carbonylé, ici avec 2 groupements quelconques, hein, R1 et R2, on ne précise pas ce que c'est, en face de ce qu'on appelle un ylure de phosphore. D'accord? Un ylure de phosphore, qu'est-ce que c'est? C'est ici, vous avez un phosphore entouré de 3 cycles aromatiques. D'accord? Phi, c'est le noyau à 6 carbones, hein, comme un benzène, voilà, qu'on appelle Phi. Et de l'autre côté, double liaison carbone avec 2 groupements quelconques, R3 et R4. Et si vous regardez, c'est comme si on avait collé le carbone ici, et ce carbone-là, vous voyez, vous avez la double liaison qui va recoller les morceaux, un petit peu comme on faisait quand on réfléchissait comment dire, à l'inverse des oxydations, hein, à l'inverse des ozonolyses dans le TD numéro 2. Ici, on va recoller en fait ce carbone, et vous voyez, on va avoir face à face le groupement R1, R2, qui va se trouver ici, et R3, R4, qui va se retrouver en face. D'accord? En fait, on va couper cette molécule-là et couper cette molécule-là en deux, on va les mélanger, et vous voyez même en face, hein, vous avez le phosphore, double liaison O, phosphore, double liaison O. Donc voilà, donc il faut mélanger un composé carbonylé, un ylure de phosphore, on obtient un alcène et un oxyde de de triphénylphosphine. Donc ça, ce sont des termes à savoir, d'accord? L'ylure de phosphore, on va apprendre à le faire. Alors, comment est-ce qu'on prépare? Alors, préparation de l'ylure de P, donc préparation de l'ylure de phosphore. Première étape, vous devez utiliser un dérivé halogéné. Ce dérivé halogéné va être attaqué par ce qu'on appelle de la triphénylphosphine. D'accord? Cette triphénylphosphine, alors si vous regardez, hein, si vous avez besoin, ici, si vous avez besoin de l'ylure de phosphore avec le groupement R3, R4, d'accord? Pour réfléchir à ça, hein, vous allez partir, vous imaginez que vous avez R3 carbone R4, puis autre chose. Vous partez en fait, est-ce que j'ai pas inversé les deux? Si j'ai inversé les deux. Donc on va, vous imaginez ici, alors je vais le modifier tout de suite, ça évitera que ça vous embête. Je vais le faire tout de suite. Voilà. Même chose, hein, modifier si vous avez la possibilité sur vos PowerPoint, c'est-à-dire que vous avez des R3, R4 ici. Voilà. Voilà, et même chose ici, vous avez un R3, R4. On va le faire en direct pour éviter que vous ayez quelque chose de faux. R3 et ici R4, d'accord? On aurait pu faire ça dès le début. Voilà. Donc, ce que je vous disais, je reprends. Si sur votre ylure de phosphore, vous avez un R3 carbone R4 avec quelque chose au bout, vous partez de quelque chose qui est en R3 carbone R4 avec un dérivé halogéné. Vous allez partir de ça. Je vous reprends. Hein. Si vous voulez cette molécule, R3 carbone R4 avec double liaison Pφ3, ce qu'on appelle un ylure de phosphore, vous partez du dérivé halogéné qui lui ressemble, c'est-à-dire R3 carbone R4 avec ce dérivé halogéné ici. Vous lui mettez en face, et là on peut reprendre un petit tableau blanc, hein. Vous lui mettez en face l'oxyde de triphénylphosphine, donc c'est à dire que vous reprenez, donc on va prendre un exemple concret, d'accord? Je ne vais pas prendre des R3 et des R4. Vous reprenez, par exemple, j'ai 2 méthyl, hein. Vous reprenez ici votre dérivé halogéné, par exemple le dérivé bromé. En face, vous lui mettez de la triphénylphosphine, donc je vais vous la détailler une fois, et après c'est terminé, hein, parce que ça c'est pénible à écrire, vous allez voir, c'est 3 cycles aromatiques, triphénylphosphine, d'accord? Voilà. On l'écrira plus comme ça, le plus important c'est d'écrire Pφ3, voilà, c'est plus simple, d'accord?
Et vous voyez, hein, même chose, on est dans le cas des dérivés halogénés, donc vous avez votre brome qui est plutôt delta-, ce carbone qui est plutôt delta+, et donc vous allez permettre au doublet non liant du phosphore de venir attaquer sur ce carbone et retirer votre brome. Vous formez une molécule qui va ressembler... Alors, tac, ici j'ai les 2 méthyles présents ici, hein, d'accord? Là c'est ce que je viens de dessiner en gras. Donc j'ai mes 2 méthyles ici, et ce carbone, si vous regardez, ce carbone va aller dans le phosphore. D'accord? Le phosphore, même chose, hein, qui fait des liaisons, je l'explicite une seule fois et après on le fera plus, hein, des liaisons avec une 3 cycles aromatiques, hein, ça c'est vos Phi3, d'accord, pH3. Vous avez ça est libéré évidemment du Br-. Si vous regardez le phosphore de base, il a 5 électrons autour de lui. Il en a 2 sur son doublet non liant et 1 par liaison qu'il fait. Vous avez bien 1, 2, 3, 4, 5 électrons autour de lui. Là, votre phosphore fait 4 liaisons. Vous avez 1, 2, 3, 4 électrons autour de lui. Donc, il lui en manque 1, votre phosphore va être P+. Vous voyez ici, on avait quelque chose de neutre, donc on se retrouve globalement avec quelque chose de neutre. Vous avez un ion et un contre-ion. Ça, c'est ce qu'on appelle un sel de phosphonium. Voilà. Vous avez ici un sel de phosphonium. Donc c'est la première étape sur votre diapo, là-haut. Ensuite, comment est-ce qu'on arrive à l'hydrure de phosphore ici sur votre diapo, hein? En fait, vous allez faire juste une élimination grâce à une base forte qui va venir récupérer un H ici en alpha. Donc c'est-à-dire que si on regarde ici, vous avez un H qui est disponible, hein. D'accord, on ne l'a pas montré, mais il y a bien le H. Et en réalité, ce que vous allez pouvoir faire, sous l'action d'une base forte, donc on vous dit, hein, souvent c'est NaH, d'accord? Souvent je vais écrire NaH. NaH, je vous rappelle, c'est comme si vous aviez un Na+, et un H-, c'est des hydrures. Et donc cette H- va venir ici récupérer ce H ici et rabattre votre liaison à côté. Vous allez former directement, alors je vais l'écrire sous la forme Pφ3 directement, d'accord? Donc que j'écrive Pφ3 comme ça, ou Pφ3 comme ça, c'est la même chose, d'accord? Donc je vais laisser écrit sous la forme Pφ3 comme ça. Vous allez libérer du dihydrogène, d'accord? Donc le H qui a récupéré le H, et vous avez dans votre milieu relargué du Na+, vous aviez du Br, vous avez aussi du NaBr. Voilà, ça c'est pour tous les sous-produits. Ce qui est important de voir ici, c'est que vous avez formé votre hydrure de phosphore. Cette molécule ici, on appelle ça un hydrure de phosphore. Voilà. Votre hydrure du phosphore, il est créé. L'étape suivante à cela, pour cette dernière slide, c'est de réaliser ce qu'on appelle l'addition nucléophile de votre hydrure de phosphore. Alors, comment ça va se passer? Si je reprends l'hydrure de phosphore que je vous ai utilisé là, vous avez une cétone quelconque. Alors on va prendre, par exemple, on va prendre une cétone avec des éthyles. Voilà, on va changer, on va pas prendre celle du cours. Hein, voilà, donc imaginons que j'ai 2 éthyles ici et l'hydrure de phosphore que je viens de synthétiser. Donc avec vous, ce que j'ai fait, j'ai pris des méthyles. C'était plus simple. Donc P, Phi, 3. D'accord? La possibilité que vous allez avoir ici, vous voyez, vous avez une double liaison. Vous avez un carbonyle, toujours delta- et plutôt delta, alors delta- là-haut, pardon, et plutôt delta+ en bas. Et donc, comme un alcène, vous avez la possibilité de venir faire attaquer cette liaison-là, ça ressemble un petit peu à un alcène, on peut faire l'analogie, directement sur votre carbonyle. Même chose, faites attention à comment vous écrivez ça. Voilà, donc ce que je vous conseille pour écrire ça, c'est de mettre en vis-à-vis l'oxygène et le phosphore. D'accord? En fait, vous avez un oxygène. Pour écrire cette réaction-là, ce sera toujours la même chose que vous faites. Vous faites ça, ce squelette-là, le Pφ3 en face, d'accord? Vous allez avoir un O-, un P+, parce qu'il ne fait plus que 4 liaisons, et après vous regardez un peu ce que vous aviez. Sur l'oxygène ici, qui portait votre O, vous avez 2 éthyles. Et bien, même chose, on fait 1, 2 éthyles,
1, 2 éthyl. Sur le carbone ici qui portait votre Phi3, vous aviez 2 méthyl. Donc vous allez faire ici 2 méthyl. D'accord? Donc jusque là, vous pouvez écrire ça comme ça, même si c'est moche, vous allez voir, ça va être pratique. Vous avez une charge moins à côté d'une charge plus. Hein, je vous rappelle que cette charge moins, c'est parce qu'on a 3 doublés sur l'oxygène. Et bien, un de ces doublés va venir attaquer la charge plus. Et on va tomber sur une espèce qui est pas commune. Donc, c'est-à-dire que vous allez former ici, oxygène, phosphore, un cycle A4 avec Pfi3, d'accord? Vous avez ici toujours vos méthyles et toujours ici vos éthyles. Et vous voyez, vous formez ce cycle A4 là. Alors, ce qu'on ne voit pas trop là sur la diapo, je vais vous remontrer ça en plein écran. À ce moment-là, vous allez avoir sur ce cycle A4 une migration des liaisons, d'accord? Pour que en même temps, cette liaison-là va se casser et se rabaisser ici, et cette liaison-là ici va se casser et se rabaisser ici. Donc vous allez former d'une part votre oxyde de triphénylphosphine. Donc ça veut dire que vous allez avoir du O P phi 3, d'accord? Donc c'est cette partie-là où la liaison vient se rabattre, ici. Et de l'autre côté, vous allez former votre alcène avec, ici, mes éthyles, et de l'autre côté, les méthyles. Donc vous avez formé votre alcène final, et ici on a ce qu'on appelle un oxyde de triphénylphosphine. D'accord? Donc vous retrouvez tout ça sur votre cours. Au final, si vous regardez le bilan de cette réaction-là, hein, on a bel et bien, je vais vous remettre le PowerPoint en grand. Alors, il faut que je le rouvre là-dedans. Voilà. Donc, pour remettre le PowerPoint en grand, c'est ici, voilà, parfait. On avait au début, donc dans mon exemple, hein, j'ai pris ici R1 et R2, c'était des méthyles, et R3, R4, non, R3, R4, pardon, c'était des méthyles, et R1, R2, c'était des éthyles. Et vous voyez en fait qu'on a bien accroché le carbone ici, et on a bien ici l'alcène R1, R2, R3, R4. C'est ce qu'on a obtenu, hein, on a obtenu ici des éthyles pour R1 et R2, et ici des méthyles pour R3 et R4. Si vous regardez bien, c'est bien ce qu'on a obtenu. Donc voilà, donc la réaction de Wittig, important, réaction vraiment très importante en 3 étapes. Voilà, première étape, alors soit je vous donnerai évidemment toutes les étapes dans cet ordre-là, c'est-à-dire que je vous dirai, on fait réagir un dérivé halogéné avec la triphénylphosphine, ça donne un sel de phosphonium, ce sel de phosphonium avec une base donne un illure de phosphore, et cet illure de phosphore avec une cétone vous donne de l'oxyde de triphénylphosphine, donc ça c'est votre sous-produit, mais surtout un alcène. Ou à l'inverse, je vous dirais, retrouver par exemple comment est-ce qu'on fait la synthèse de l'illure de phosphore. Donc l'illure de phosphore, il faudra revenir en arrière, vous dire que là, vous avez le groupement R3-R4, double liaison Pfi3, et ben ça vient de quoi? Ça vient au tout début de cet alcène, R3-R4, simple liaison halogène, et faire tout ça. On refera un exemple évidemment en TD, sans aucun souci. Pour ce cours de chimie organique, c'est terminé ici. Donc voilà, donc ce que je voulais vous dire sur ce chapitre, c'est qu'il est très important. On a vu beaucoup de réactions, et notamment sur la fin de ce chapitre, les réactions présence de base, tout ce qui est aldolisation, crotonisation, Cannizzaro et Wittig. Je n'aurai qu'un seul conseil à vous donner avant l'examen, c'est de vous entraîner, de ne pas vous y prendre à la veille. Ce sont des mécanismes qui sont relativement simples si on a compris la chose. Un peu plus complexe si vous abordez ça, par exemple, une veille de partiel. Donc voilà, donc faites très attention à ça. Évidemment, envoyez-moi vos questions si vous avez des questions sur les mécanismes que vous n'avez pas bien compris. Bien sûr, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par mail, je les attends avec plaisir et je répondrai tout ça dans un document. Voici en tout cas ce qui concerne ce cours de chimie organique. Pour les e-cours, je vous ai dit, hein, on verra plus tard le contenu de cela. Il nous reste actuellement 2 TD pour terminer tout ça. Donc voilà. Bon courage à vous pour la révision de tout ça et à très bientôt.